Bonsoir, Afrique Média. Vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis le secrétaire. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le... Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. L'Europe avait-elle prévu l'effondrement de son économie avec les sanctions contre la Russie? L'Europe subit à présent une interruption partielle des exportations de gaz naturel. La Russie, son principal fournisseur d'énergie. La perspective sans précédent d'une coupure totale alimente les inquiétudes concernant une éventuelle pénurie de gaz, une hausse encore plus forte des prix et ce que cela entraînerait sur le plan économique. Bien que les responsables politiques agissent avec célérité, ils ne disposent d'aucun modèle pour gérer et être choc jusqu'ici. Dans certains pays les plus touchés d'Europe centrale et orientale, tels que la Hongrie, la République slovaque, la République tchèque, il est possible que le risque de pénurie atteigne 40% de la consommation de gaz, la chute concomitante du produit intérieur brut pouvant atteindre jusqu'à 6%. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre palabre intellectuelle. Nous tenterons de comprendre les moyens dont dispose aujourd'hui l'Europe pour tenter de redresser son économie face à la flambée des cours, notamment dans le secteur de l'énergie et également ce que pourrait entraîner une interruption totale de la fourniture de gaz par la Russie, donc vers l'Europe. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le... Voilà, nous vous retrouvons avec grand plaisir pour la palabre intellectuelle avec nos invités installés en multiplex. Nous allons tenter de comprendre ce qu'avait vu l'Europe au moment où elle prônait la panoplie de sanctions contre la Russie, des sanctions qui se sont retournées contre l'économie européenne. Le dollar et l'euro, il y a quelques jours, sont entrés dans une parité historique, ce qui n'avait jamais été vu, dû notamment donc à la forte demande, dû notamment à ce que subit donc l'économie européenne du fait notamment de la flambée des cours de l'énergie et de certaines importations à partir des États-Unis. Qu'est-ce qui avait été prévu? Pourquoi est-ce que les sanctions étaient arrivées? Et avait-on prévu que ces sanctions-là allaient baisser le pouvoir d'achat des Européens? De nombreuses interrogations que nous allons soumettre à nos invités installés en multiplex. Achille Eke, vous êtes expert financier, PDG de Washington Valuation Group. Voilà, merci de nous retrouver en multiplex. Etc. Et à pouvoir organiser cette ligne de défense pour... Gamal Abina, vous êtes internationaliste, vous êtes également là, je vous dis bonsoir et bienvenue. Bienvenue Gamal. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. Linda Labaoui, vous êtes également là, je vous dis bonsoir et merci de nous retrouver une fois de plus. C'est moi qui vous remercie et bonsoir à Afrique Média, bonsoir à tout le plateau, à vous et à monsieur Gamal. Alors, je disais tantôt à l'entame de l'émission que le produit intérieur brut dans certains États d'Europe centrale pourrait se contracter jusqu'à 6% d'ici la fin de cette année 2022. Conséquence des tensions, de la situation aujourd'hui, des sanctions qui ont été prises par l'Union européenne contre la Russie. Je vous propose, et en plus de cela, il y a que la Russie risque de couper le gaz. Enfin, il y a en ce moment une coupure de gaz qui pourrait être définitive. En tout cas, les craintes sont nombreuses en Europe et je vous propose d'abord de faire le point sur les risques d'une coupure définitive et les conséquences, l'aggravation que cela pourrait causer dans une économie européenne qui subit déjà de plein fouet ces sanctions. Face à la chute des livraisons de gaz russe, l'Europe se prépare au scénario du pire. Ce mercredi à Bruxelles, la Commission a présenté son plan de bataille en cas de rupture totale des approvisionnements. La Russie utilise l'énergie comme une arme et par conséquent, nous déclenchons une alerte européenne globale pour l'Union européenne. Nous demandons aux États membres de réduire de 15% leur consommation de gaz. Moins 15%, ce qui revient à réduire la consommation annuelle de gaz de près de 60 milliards de mètres cubes. Pour rappel, la Russie en a fourni 150 milliards à l'Union européenne l'année dernière, soit 40% de ses importations. La mesure s'appliquerait dès le 1er août et jusqu'au 31 mars 2023.
Concrètement, les États devront limiter à 19 degrés le chauffage de certains espaces et à 25 degrés la climatisation dans les bâtiments publics et commerciaux. Ces derniers jours, le niveau d'alerte est monté d'un cran. Le gazoduc Nord Stream, par lequel transite un tiers des livraisons, a coupé ses vannes pour une maintenance de routine. Mais les Européens redoutent que Moscou ne rouvre jamais le robinet. Ces dernières semaines, la Russie a d'ailleurs sabré de 60% ses acheminements via Nord Stream. Le plan de la Commission doit encore être approuvé le 26 juillet prochain, lors d'un Conseil européen des ministres de l'énergie. Voilà, retour sur ce plateau après avoir donc fait le point autour voilà, des risques de coupure définitive d'approvisionnement de l'Europe en gaz russe et des conséquences que cela pourrait avoir. Alors je commence très rapidement par vous, Achille Eke. On entend quelques mesures qui sont annoncées pour tenter de faire face, mais vous, en tant qu'analyste, en tant qu'expert financier, est-ce que vous croyez à un redressement qui viendrait ici par une réduction plutôt de la consommation ? Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Toujours ravi d'être sur votre chaîne pour parler, n'est-ce pas, des sujets économiques et financiers dans le monde à partir de notre position ici à Washington. Alors, écoutez, on ne peut que se prévaloir, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Je crois que j'essaie de le dire de façon correcte. Les Européens se sont tirés, n'est-ce pas, une balle dans les pieds. Et voilà, c'est les conséquences, n'est-ce pas, de ces actions qui n'ont pas été bien réfléchies dès le départ et dont les conséquences, aujourd'hui, on voit, sont plus du côté européen que du côté russe. C'est assez amusant, par ailleurs, de remarquer que non seulement il y a cette panique généralisée qui s'installe, parce que la Russie n'a jamais dit qu'elle couperait complètement le gaz en Europe. Il y a un problème de maintenance que tout le monde connaît bien, qu'il s'agit, n'est-ce pas, d'une partie, n'est-ce pas, de ce pipeline, n'est-ce pas, un élément du pipeline qui a été envoyé pour maintenance, je crois, à Siemens au Canada et qui n'a jamais été retourné, ou plutôt, le Canada refuse, n'est-ce pas, de le retourner sous prétexte qu'il y a des sanctions européennes contre la Russie. Alors, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Donc, alors les Européens doivent, s'ils veulent avoir du gaz, demander au Canada de renvoyer cette pièce à la Russie. Maintenant, si ça a déjà été fait, tant mieux. Mais la Russie n'a jamais dit qu'elle devait couper complètement le gaz. Elle n'est pas aussi diabolique. Je crois que c'est toujours l'esprit européen qui consiste à diaboliser la Russie, à créer une panique, une psychose générale. Non, la Russie n'a jamais dit cela. Alors, ça participe, n'est-ce pas, de cette campagne de diabolisation de la Russie et du président Poutine. Donc, moi, je pense que pour une première participation à ce débat, je voudrais dire simplement que les Européens ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Ils ont décidé eux-mêmes, n'est-ce pas, de ces sanctions. Les sanctions se retournent contre eux. Hein? Et voilà, ils doivent donc s'organiser en conséquence. Maintenant, est-ce qu'ils vont trouver assez de suppléments de gaz dans d'autres pays pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, éventuellement cette coupure, n'est-ce pas, qu'ils ont dans leur tête, n'est-ce pas, du gaz russe? Alors, je ne sais pas où ils vont trouver, mais les solutions qu'ils proposent ne me semblent pas appropriées. Parce que s'il y a effectivement coupure totale du gaz russe en Europe, ce sera une panique énorme, ce sera une situation catastrophique. Donc, ce ne sont pas les réductions de consommation de 15%, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les habitudes des uns et des autres ne changent pas du jour au lendemain. Donc, ça me semble assez infime pour pouvoir avoir un impact sérieux, n'est-ce pas, sur ce manque de gaz russe, si éventuellement ça arrivait à être complètement interrompu par la Russie. Mais ça n'a jamais été dit par la Russie, et ceci participe, n'est-ce pas, de cette campagne de diabolisation de la Russie que les Européens ont leur population. Voilà, merci. Alors, je reste avec vous sur place à Washington. Nous allons échanger autour de trois questions avant de revenir pour prendre notamment la direction de Paris. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'analystes estiment qu'il y a un problème de modèle, de projection, voilà, dans ce qu'on pourrait considérer comme étant la riposte européenne. Pensez-vous aujourd'hui que les mesures qui sont annoncées, qu'en termes de modèle économique, que l'Union européenne ait eu le temps, voilà, de comprendre quelle pourrait être la conséquence des autres faits qui pourraient être posés et qui pourraient avoir des conséquences assez dramatiques? Pensez-vous que le modèle sur lequel se place
l'Union européenne, ou alors si même déjà le modèle existe? Ben, écoutez, je crois que il s'agit d'une navigation à vue. Nous voyons tous comment ça se passe. Hein, il n'y a pas, il n'y a pas un plan préétabli qui a été organisé, mis sur pied pour l'envahissement ou bien pour les sanctions qui ont été prises contre la Russie. Ça a été fait au pif. Hein, tout le monde, les Européens eux-mêmes ont été surpris. Ils ont pris simplement, n'est-ce pas, ils ont suivi simplement ce que les États-Unis ont fait. Mais les États-Unis planifient ça depuis des années. Hein, ce sont des plans qui sont mis en place par des différentes administrations depuis des années. Alors, ils ont sanctionné les Russes, les Européens se sont taillés directement par rapport à la position américaine et ont pris des sanctions qui sont plus que sévères, qui n'ont pas été réfléchies. Donc, il n'y a pas de modèle là-dedans. C'est n'est-ce pas, c'est de la navigation à vue, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de modèle. On essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire. J'écoutais dernièrement un monsieur français, M. Charles Gave, qui parlait, n'est-ce pas, de la situation, n'est-ce pas, de l'économie européenne, notamment avec l'euro, voilà, une autre conséquence de ces sanctions, l'Europe qui tombe, n'est-ce pas. Il a prévu tout cela. Il a dit dans l'une de ses interviews qu'effectivement, rien n'a été prévu, tout se fait, n'est-ce pas. Alors, on s'est levé un matin, on a décidé de sanctionner la Russie, de couper toute l'énergie, de couper les banques russes du système SWIFT sans se rendre compte qu'effectivement tout ceci avait des conséquences. Parce que l'économie mondiale est interconnectée. Toutes les grandes banques, toutes les assurances, toute l'économie mondiale est interconnectée. Quand vous prenez des décisions sur un plan géostratégique, il faut réfléchir aux conséquences sur vous-même avant de prendre ces décisions. Ce qui n'a pas été le cas. Hein? Et aujourd'hui, on paye le prix. Ils paient le prix, n'est-ce pas, de ces mauvaises décisions qui n'ont pas été réfléchies et ne peuvent pas, n'est-ce pas, en vouloir à qui que ce soit, mais à eux-mêmes. Alors, ils ont été un petit peu sages là récemment pour revenir un peu, je pense que c'est un projet qu'ils sont en train de mettre sur pied pour revenir un peu sur les sanctions sur le plan des céréales, n'est-ce pas? Bon, ils essaient de couvrir ça sous forme d'aide à l'Afrique qui serait, n'est-ce pas, le plus touché par ce manque de céréales, mais en réalité, ils en sont également des victimes. Et on sait effectivement que les États-Unis entretiennent de bonnes relations commerciales sur le plan, n'est-ce pas, de l'agriculture avec la Russie. Hein, le blé russe continue à arriver aux États-Unis. Les États-Unis continuent à acheter le blé russe. Et donc, les Européens ont compris qu'effectivement, dans ce jeu-là, ils partaient perdants. Donc, ils sont en train de rebousser le chemin. Alors, je crois qu'au fur et à mesure que l'impact sera ressenti sur l'économie européenne, ils vont au fur et à mesure, n'est-ce pas, diminuer ces sanctions et faire marche arrière. Parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas pénaliser le peuple européen parce qu'on veut sauver l'Ukraine. Il n'y a pas de résultat là-dedans. L'Ukraine est déjà divisée, c'est clair et c'est net. Donc, il n'est pas nécessaire de continuer à punir les Européens parce qu'on veut avoir un ego surdimensionné pour montrer au monde entier que, écoutez, nous sommes plus forts, nous sommes sérieux dans ce que nous faisons, mais les peuples ne vont pas les suivre de ce pas. Donc, à mon avis, ils vont être obligés de faire marche arrière sur plusieurs de ces sanctions, que ce soit sur le plan, je veux dire, de façon publique ou de façon discrète. Ça va être fait, puisque les États-Unis le font de façon discrète. Voilà, donc c'est ce que je crois. Alors, Achille, et on a l'impression que les Européens jouent à cette partie d'échecs avec plusieurs coups de retard, alors que la Russie joue avec au moins 7 coups d'avance. Alors, que peut faire l'Europe? Est-ce que l'Europe va continuer toujours à jouer avec ce retard-là, ou alors dispose-t-elle des moyens de pouvoir prendre des coups d'avance dans cette confrontation et être capable non pas de subir ce que leur impose, enfin non pas de subir ce que impose la Russie, mais être capable d'anticiper aussi et d'être en situation d'attaque contre la Russie dans cette guerre économique. Pensez-vous que cela soit possible? Monsieur Fondop, ok, la solution est simple. Ok, la solution est simple. Les Européens n'ont qu'à faire marche arrière sur les sanctions qui sont infligées contre la Russie. Alors, s'ils pensent que ça va être déshonorant pour eux de le faire publiquement, mais qu'ils le fassent de façon discrète. C'est tout. C'est eux qui ont décidé les sanctions. La Russie ne les a pas sanctionnés. Ne faisons pas comme si c'est la Russie qui est en train de sanctionner l'Europe, là. Non, c'est l'inverse. Les Européens ont décidé de sanctionner la Russie
et de briser tout un tas de mécanismes interconnectés qui gèrent l'économie mondiale. N'est-ce pas? Alors, quand vous brisez une seule chaîne vous brisez une seule chaîne de cette interconnexion, mais vous ne savez pas les conséquences. Vous ne pouvez pas imaginer les conséquences. Et c'est cela qu'on voit aujourd'hui. Et ça va aller de mal en pire. Ce n'est que le début. On est qu'à 6 mois, 7 mois déjà, n'est-ce pas, ou au moins que cela, n'est-ce pas, de cette guerre. Alors, dans un an, qu'est-ce que ça va donner? Donc, la solution pour les Européens, ils n'ont pas les moyens de pouvoir contrer la Russie. La Russie a été préparée depuis 2014, quand elle a subi les premières sanctions européennes. Elle s'est organisée sur le plan agriculturel, sur le plan financier, sur le plan du commerce extérieur, sur le plan interne. Ils ont mis tout en place pour se protéger au cas où une prochaine sanction arriverait. Et quand les Européens ont déclenché les sanctions, ils pensaient que ça devait faire mal à la Russie. Malheureusement, la Russie est préparée. Et ça fait un effet boomerang énorme. On commence à sentir l'effet boomerang aujourd'hui. Je crois que c'est ça. Donc, c'est à eux de décider de ce qu'ils veulent faire de leurs économies. Hein? L'Allemagne, la France, tous ces pays-là, c'est eux qui doivent décider ce qu'ils veulent faire de leur économie. Ils ne sont pas obligés de continuer avec ces sanctions. Ils peuvent dire ouvertement, écoutez, nous avons suffisamment puni la Russie, trouver une porte de sortie, et se dire, bon, il n'est pas nécessaire de punir nos peuples. N'est-ce pas? Ce n'est pas en économisant 15% de gaz, je ne sais pas si c'est possible, que la situation va se résorber, à mon avis. Donc, il est opportun pour eux aujourd'hui de revenir sur ces sanctions qui ont été mal prises, qui n'ont pas été réfléchies et qui exercent un effet boomerang énorme sur l'économie européenne entière. Et voilà, donc on ne peut pas continuer dans ce sens. Voilà, merci. Merci à vous, Achille Eke. Vous restez en multiplex depuis Washington DC, et donc on vous retrouve après quelques autres échanges avec d'autres intervenants, toujours en multiplex. Et Gamal Abina, je vous retrouve. Alors, la panne stratégique finalement de l'Europe, elle est perceptible aujourd'hui parce que depuis le début de la confrontation au plan économique avec l'Union européenne, on n'a pas encore vu une mesure prise par l'Union européenne qui ait produit les résultats qu'annonçait l'Union européenne. Ça se retourne à chaque fois contre elle, contre son économie. Cela crée une inflation assez importante et fait perdre des points de croissance. Et pourtant, on voit que l'Europe veut continuer, notamment en annonçant une réduction de consommation de gaz. Alors oui, Achille met le doigt sur plusieurs éléments clés de ce qui se passe dans ce bras de fer. Autant, alors je dis autant, c'est Europe, États-Unis et Russie, puisque c'est les seuls qui sont en confrontation, le reste du monde n'étant pas en confrontation. Il a mis l'accent sur pas mal d'éléments. Alors il y a deux choses qu'il ne faut pas perdre de vue. La première, en matière d'économie, c'est qu'effectivement les économies sont connectées, comme ça vient d'être dit. Et donc les interdépendances économiques, parce qu'on parle bien d'interdépendance, qu'on ne peut plus faire sans les autres, conduisent à montrer que le monde s'est divisé en plusieurs catégories de types d'économie. Il y a une économie littéralement tertiaire. On peut dire que quasiment l'Europe est devenue, à part l'Allemagne et l'Italie, c'est quasiment devenu une plateforme tertiaire. On ne fait que de la bureautique, on ne fait que de l'informatique, on ne fait que des travaux de bureau. Il n'y a quasiment plus qu'il y ait un petit peu d'agriculture, mais plus rien ne se fait en termes industriels. L'Angleterre a perdu ses industries, la France de même. Et il reste encore les grands gagnants, je dirais l'Allemagne et l'Italie, qui sont devenus de grandes puissances économiques, et l'Allemagne particulièrement, qui a étendu sa puissance économique avec les pays de l'Est, ex-Union soviétique. Je parle de la Pologne, évidemment, Hongrie, une partie de la Lituanie. Donc ces pays-là sont des pays qui sont déjà interdépendants entre eux. L'Union européenne est un grand agrégat de pays qui ont décidé de faire un marché commun interdépendant là aussi, mais ces pays sont des pays que je classerais quasiment en termes de production de richesse tertiaire. Donc c'est surtout les marchés financiers, évidemment, et puis le travail des gens dans les bureaux, quels que soient les métiers dans la bureautique et autres. À côté de ça, on a des pays qui sont des pays qu'on appelle intermédiaires, qui ont une économie de transition, comme la Russie, et qui produisent beaucoup d'hydrocarbures, qui ont beaucoup de matières de minerais. C'est un des pays les plus riches de la Terre. Hein. On a tendance à oublier que c'est la plus grande fédération. La fédération de Russie, c'est le plus grand pays de la Terre, avec quasiment toutes les ressources minières dont on a besoin. Et d'autres pays qui sont essentiellement les producteurs d'hydrocarbures. Alors l'Afrique étant évidemment faisant partie de cette équation, on a donc besoin de ces pays pour alimenter la machine économique et industrielle de l'Europe et de la Chine. La Chine étant une grande puissance industrielle, bien évidemment. Et ce qui se passe, c'est que cette interdépendance a créé des conditions qui font que lorsque vous sanctionnez un pays, la sanction fait un effet boomerang. Là, ils ont tenté de sanctionner la Russie, et effectivement, il ne faut jamais perdre de vue que la Russie a été impactée.
il n'y a pas de sanctions qui ne produisent pas d'effet. Mais la différence entre un pays qui est sanctionné comme la Russie, qui est un pays rentier littéralement, puisqu'elle n'a jamais été aussi riche en matière macroéconomique, alors la macroéconomie, c'est les grands comptes de l'État, par rapport à des pays qui n'ont pas de richesse, mais qui ont un endettement abyssal, comme les pays européens, en matière macroéconomique, donc les comptes de l'État, les grands comptes, tous les pays européens sont endettés ou sont endettés, les Russes ne sont pas endettés, et en plus ont des excédents commerciaux considérables. Évidemment, la Russie a des faiblesses sur un plan industriel. C'est pas un pays avec une grande industrie, je parle civile, militaire, très, très forte industrie militaire, mais pas civile. Et donc la Russie, lorsqu'elle est impactée, c'est le citoyen lambda russe qui va ressentir une partie de ces effets. Sauf que c'est un pays rentier qui peut absorber le choc de cette sanction et qui peut redistribuer la manne financière du pétrole et du gaz à ses citoyens. Alors que dans les pays européens, lorsqu'il y a une sanction économique où il frappe les Russes, l'impact immédiat, c'est sur les citoyens. Et l'État ne peut rien faire pour compenser cet impact. Exemple très concret, l'Allemagne envisage de baisser de 6 à 12 degrés la consommation de chauffage pour les Allemands. Ils ont déjà prévenu le peuple allemand, vous allez vous chauffer moins chaud. Donc c'est très inquiétant parce qu'on se rend bien compte que cette interdépendance fait que les pays qui ont voulu sanctionner n'en avaient pas les moyens, ont été arrogants et prétentieux et le payent aujourd'hui au centuple, et c'est leur population qui va le payer. Et que du côté russe, la sanction économique a eu un impact indiscutablement, mais largement compensé par les excédents considérables qu'a généré les exportations et surtout la super spéculation sur le pétrole et le gaz, qui fait que la Russie aujourd'hui est dans une position très confortable. Dans un an, la croissance russe qui légèrement recule va redémarrer. Quand l'Europe est en berne, aujourd'hui on est quasiment, on n'est pas il y a une inflation galopante, mais pas seulement. On est en déclin économique, il y a un recul de la production industrielle, il y a un recul, donc ce qu'on appelle vraiment, pas la décroissance, mais comment dirais-je, la désinflation, j'allais dire pratiquement. Excusez-moi, pas la récession, c'est un que je cherchais. Une récession économique qu'on observe en Europe, et même aux États-Unis aujourd'hui, on commence à avoir une contraction du PIB. Donc ces pays vont payer très cher leur arrogance parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire face à un immense État comme la Russie. Et parallèlement à ça, comme la Russie s'est déportée à l'Est, elle a garanti non seulement qu'elle garantit ses rentrées d'argent, donc elle n'est pas du tout impactée par les sanctions économiques, mais plus encore qu'elle s'est enrichie. Donc ce qu'il faut penser aujourd'hui, c'est quoi? C'est que oui, les Russes ont un petit peu souffert des sanctions, mais les Européens ont souffert 10 fois plus. Oui, les Russes sont les grands gagnants de la guerre, ça vient d'être évoqué d'ailleurs à l'instant par Achille, mais de l'autre côté, les Européens sont les grands perdants, parce qu'ils ont voulu croire au baratin des Américains, qui sont planqués à l'arrière comme toujours. Et oui, aujourd'hui, comme la guerre russe quasiment est gagnée, et que le territoire d'Ukraine sera pour partie 20% annexé à la Russie, c'est une certitude, les Européens sont en train de négocier aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils négocient? D'abord, les sanctions, je l'ai annoncé hier sur un autre média. La bonne nouvelle, c'est que RT France, j'ai travaillé avec RT France pendant 3 ans, n'est plus interdite en Suisse. C'est vous dire à quel point ils reculent. Et ils sont en train de négocier pour les laisser revenir. Maintenant, ce qui est assuré a été à nouveau réactivé aujourd'hui. Donc je parle d'Nord Stream Gas, c'est le premier gazoduc qui relie la Russie en passant par les pays d'Europe de l'Est à l'Allemagne. Donc ils l'ont réactivé, il n'a pas été stoppé, il a été un temps suspendu mais réactivé. Et Nord Stream 2, il y a fort à parier qu'il sera activé. Et surtout, ils ont rendu service à des pays producteurs de pétrole comme l'Algérie par exemple, qui n'a jamais autant vendu de gaz et de pétrole qu'aujourd'hui. Donc les pays où l'Iran, on a vu la rencontre entre les Turcs, les Russes et les Iraniens qui a eu lieu hier. Tout ça, c'est vraiment un chambardement économique et géoéconomique au-delà du géopolitique qui va complètement rebattre les cartes. Donc c'est vrai que quand vous me posez la question, est-ce que les Russes ont gagné la bataille économique? Ils n'ont pas gagné, ils ont atomisé leur adversaire qui est en train de souffrir d'une récession qui va lui coûter très cher. Et c'est surtout l'arrivée à la rentrée sociale de septembre du chômage de masse qui va être produit, qui va avoir des conséquences très lourdes. Alors, c'est déjà que la France a eu du mal avec le Covid. Je ne vous raconte même pas l'état dans lequel elle sera une fois que la rentrée sociale se fera avec un gouvernement qui est très instable, avec un Parlement qui se bagarre comme des chiffonniers et surtout avec aucune perspective économique de sortie de crise. Elle n'existe pas, ces perspectives. Et la France est le pays qui s'est le mieux comporté avec la Russie. Imaginez le reste de l'Europe, que ce soit la Pologne, l'Angleterre, dont on a limogé le Premier ministre d'ailleurs, parce qu'il est tellement déliré, les Italiens qui sont en train de batailler pour que les Russes reviennent sur la scène. C'est vous dire un peu la situation dans laquelle l'Europe se trouve. Elle est prise en étau entre les États-Unis, bonimenteurs qui vont ramasser la mise sur le plan énergétique, puisqu'ils vont gagner beaucoup d'argent, et les Russes qui ont écrasé littéralement leur adversaire qui était là pour les sanctionner. Et quand les Russes disent les pays inamicaux, ils ne disent pas les ennemis. Inamicaux, ça ne veut pas dire ennemis. C'est-à-dire qu'ils peuvent renégocier avec ces pays inamicaux et recréer des liens d'amitié, mais sous un rapport de force qui leur sera largement favorable. Merci à vous, Gabel. Linda Labaou, je vous retrouve. Alors, Linda, comment
l'Europe pourrait aujourd'hui mener un peu le jeu face à la Russie, parce que jusqu'ici on voit que certes c'est elle qui a toujours annoncé les mesures, mais ces mesures se sont toujours montrées contre-productives, avec de lourdes conséquences pour l'économie européenne elle-même. Pensez-vous qu'il soit possible un jour que l'Europe, dans cette confrontation-là, prenne les devants et frappe des coups d'avance? Oui. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui déjà, il y a Mario Draghi, l'Italien, qui vient de démissionner. Il a été poussé à la démission. Donc, il y a des têtes qui commencent à tomber. Il ne faut pas oublier une chose, que les Américains avaient décidé dans les années 70 que le gaz ne soit pas une marchandise. C'est un produit stratégique. Et ils ont fait en sorte, justement, de vouloir dominer tout ça. La guerre du gaz, on en a souvent parlé, elle n'a pas démarré avec cette opération spéciale, elle a démarré bien avant. D'ailleurs, je l'ai cité souvent, le Nigeria qui s'est battu longuement pour éviter que le gazoduc passe par 13 pays, il vient à peine de régler son problème. Donc il y a tout ça. Aujourd'hui, les Européens qui ont fait la guerre à la Russie, parce que ce qui se passe en Syrie, il ne faut pas oublier que c'est Bachar el-Assad qui a averti Poutine que l'Europe voulait le boycotter, faire passer le gazoduc des Qataris pour rejoindre l'Europe. Il y a aussi l'histoire de ce qui se passe actuellement avec le Liban, où une guerre risque d'éclater parce que les Israéliens ils sont en train de piller du gaz qui n'est pas le leur. Donc cette guerre a commencé bien avant. Et les Européens s'étaient mal préparés. Quand on voit aussi le projet de Desertec qu'avaient les Allemands pour un petit peu se soulager du gaz russe, et c'était de faire de l'électricité dans le Sahara algérien, c'était un projet lucratif en 2010. Ils ont été boycottés par les Français. Il y a l'histoire aussi de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est pareil. Ça a intéressé les Allemands, les Français aussi, ils ont boycotté. Donc, ils ont déjà fait la guerre entre eux-mêmes. Ils se sont fait la guerre pour se boycotter les uns les autres. Et puis, pendant ce temps-là, la Russie a fait en sorte, justement, d'avancer. Quand il y a eu les sanctions contre les Russes en 2014, les Russes, c'est là où ils ont souffert. Jusqu'en 2016, ils avaient véritablement souffert. Depuis 2016, ils se sont préparés à tout ça. Moi, quand j'entends des choses, des fois, où bien sûr que le monde est interconnecté, mais il est interconnecté comment? On le voit aujourd'hui, quand on dit que la Russie, c'est un pays faible économiquement, eh bien, la Russie se porte très bien. La Russie a prouvé qu'elle pouvait vivre sans l'Union européenne ou sans l'Europe, puisque les États-Unis ne font pas partie de l'Union européenne, et la Russie peut vivre sans les États-Unis, sans le Canada. Et elle trouve acheteur à ces produits. Poutine, il a rendu la Russie nécessaire et indépendante de tout l'Occident. Puisqu'en termes de technologie, moi j'avais suivi. Merci à vous, Linda. On va vous retrouver dans quelques minutes pour davantage donc vous écouter autour de la question. Le temps pour nous voilà, de repartir toujours en multiplex et direction une fois de plus Washington DC, où nous vous retrouvons Achille et que, alors que nous regardons l'Europe avec quelques mesures prises, avec l'annonce notamment de la réduction de la consommation de gaz comme étant une mesure visant à réduire la dépendance vis-à-vis du gaz russe. Alors, bien évidemment, on voit qu'il peut y avoir des conséquences, encore une fois de plus, sur la croissance, parce qu'un bureau qui est moins chauffé, une industrie qui peut être appelée à utiliser moins de gaz, cela voudrait dire que sa croissance aussi peut être affectée, je pense. Vous avez raison. Je crois que quand on dit qu'il y a un impact sur l'économie, c'est de ça qu'il s'agit. C'est que ça va avoir un impact énorme sur le PIB. La croissance va prendre un grand coup. Ce qui est dangereux dans cette affaire, c'est qu'on ne mesure pas encore la dimension de l'impact du boomerang, n'est-ce pas, que ces sanctions européennes, n'est-ce pas, vont avoir sur l'économie européenne. Le boomerang, on ne connaît pas encore l'impact. Nous ne sommes qu'au début là déjà.
Alors, les petites mesurettes qu'ils prennent là, je ne crois pas que ça va être la solution. La seule solution pour l'Europe, c'est de faire marche arrière complètement. Et s'excuser auprès des Européens, de leur peuple, leur dire, écoutez, nous sommes mis dans une mauvaise situation nous-mêmes. Nous n'avons pas mesuré, n'est-ce pas, l'impact. Nous croyions que nous allions faire du mal à notre adversaire ou ennemi, je ne sais pas quel est le terme approprié par rapport aux Européens, quand il s'agit de la Russie. Mais malheureusement, c'est nous qui en souffrons le plus. Et puis, il va falloir donc tirer les conséquences et faire marche arrière complètement. Parce que non seulement l'économie va être directement affectée, mais la monnaie, l'euro. L'euro est absolument en situation désastreuse aujourd'hui. Que peut faire l'Europe? Nous avons une inflation qui est à tous les niveaux de record aujourd'hui. Alors, la Banque européenne, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'il faut augmenter le taux d'intérêt pour essayer d'avoir une certaine maîtrise sur l'inflation? Ou alors rester à ne rien faire et voir comment, n'est-ce pas, toute l'économie européenne va tomber en récession, n'est-ce pas, surtout précipitée par l'absence, n'est-ce pas, la diminution du gaz naturel russe. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ce sera la chose la plus compliquée que les Européens n'aient jamais vue. Et on sait tous que ces pays sont extrêmement endettés et dépendent, n'est-ce pas, énormément, n'est-ce pas, de l'économie mondiale, notamment de la Russie, de la Chine. Hein? Ce sont des décisions qui ont été mal prises. Moi, j'ai beaucoup écouté Charles Darwin. C'est un monsieur qui est assez expérimenté et qui parle énormément, qui nous éduque, qui éduque le monde, qui éduque l'Europe, qui éduque tout le monde par rapport à la situation réelle qui se passe. Il ne s'agit pas n'est-ce pas, de donner une impression que, voilà, parce qu'on est nationaliste, on est européen, il faut montrer aux yeux du monde que non, les sanctions vont marcher, etc. Ce monsieur a dit dès le départ que ça va être une catastrophe. Il faut juste attendre quelques mois et on verra. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Ce qui est très grave, c'est cet euro qui est en deçà, n'est-ce pas, de son échange, de la parité avec le dollar. Ça veut dire que l'euro devient moins intéressant pour les investisseurs et ça va continuer à l'être parce qu'on n'est qu'au début. Dans les prochains jours, ça va continuer à être le cas. Ça va faire que l'euro va perdre énormément de sa valeur, ce qui va avoir un impact économique énorme sur la dette, l'importation des pays européens, etc. Ça va être catastrophique. Alors, il est temps pour eux de jouer les durs, de sauver ce qui peut être sauvé, revenir en arrière par rapport à ces sanctions. Il n'y a que ça qui peut amoindrir le mal ou essayer de diminuer l'impact. Parce que vous savez, les économies, c'est comme des paquebots. Hein. Quand les paquebots prennent une direction, c'est très difficile n'est-ce pas, de changer de direction tout d'un coup. Donc, il faut que le paquebot aille jusqu'à un certain niveau avant de s'arrêter, avant de revenir en arrière. Alors, donc, dès qu'on a amorcé ces sanctions, l'impact sur le paquebot européen est en train de se faire sentir déjà. Et ça va continuer jusqu'à un certain moment. Même s'il faut marcher arrière aujourd'hui, ça prendra du temps pour revenir. Ce qui veut dire que les jours à venir seront très, très, très dangereux, très mauvais en Europe. Alors, donc, je crois que, sincèrement, ces petites décisions, ces petites mesurettes, j'appelle ça comme ça, qu'ils prennent pour essayer d'endiguer la situation, eh bien, ils ne maîtrisent pas encore l'impact sérieux de ce boomerang. On n'est qu'au début, on ne sait pas jusqu'où ça va aller pour pouvoir prévoir les mesures sérieuses qu'il faut prendre, mais ça va faire mal. Et ça va faire très mal même d'ailleurs. Achille Eke, je reste toujours avec vous depuis donc Washington d'ici. Et si dans certains pays comme la Chine, on aime avoir une monnaie avec une faible parité vis-à-vis des autres monnaies du panier de référence du Fonds monétaire international, il faut dire que cela convient à la Chine parce que la Chine est un pays industriel, très industrialisé et donc qui exporte beaucoup et qui a besoin d'une monnaie faible pour être attractive, et dire qu'en Europe ce n'est pas le cas. Les Européens ici se retrouvent plutôt à consommer beaucoup de biens qui viennent de l'autre bout de la terre et donc ont besoin d'un euro qui soit fort pour garantir leur consommation forte aussi. Ben oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Quand on parle de la monnaie de l'euro qui tombe à ces niveaux records là, c'est parce que ça va
diminuer énormément le pouvoir d'achat des Européens. Ça va diminuer énormément le PIB. Ça va diminuer énormément l'attraction du marché européen, notamment par rapport aux investisseurs. Et les importations seront plus dispendieuses, c'est-à-dire que ce sera plus cher, n'est-ce pas, d'acheter des produits qui viennent d'ailleurs, hein, alors que quand l'euro se portait bien, c'était un petit peu moins cher puisque l'euro était plus fort. Donc, l'impact est, je vous assure, c'est vraiment pas encore mesurable à ce niveau-ci, là où nous en sommes. C'est pas encore mesurable parce que tout ne fait que se déclencher là, tout de suite. Là. On est en train de voir petit à petit comment le vaisseau est en train n'est-ce pas, de descendre n'est-ce pas, dans l'abîme. Donc, je crois qu'il va falloir que les Européens essaient de revoir un peu leur façon de penser. Le monde a changé énormément. Les BRICS sont bien structurés aujourd'hui. On est en train de voir comment il y a plusieurs autres pays qui veulent joindre le BRICS parce que l'Europe, l'Occident est en déclin. Tout le monde le sait, tout le monde le voit. Tous les jours, le président français l'a d'ailleurs dit, hein, que, voilà, effectivement, l'Occident n'est plus, pendant plus de 500 ans, ils ont dominé le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Personne n'est plus influencé, personne n'a plus peur, personne n'écoute plus les Occidentaux. Ils ont essayé de faire la pression sur l'Inde récemment pour que l'Inde reste avec eux, mais l'Inde s'en fout. Personne ne les écoute plus. Vous voyez, c'est ça. Ils ont perdu complètement leur influence. Et avec toutes les lois qu'on passe ici au Sénat américain, au Congrès tout le temps, pour forcer les pays à pouvoir rester dans le giron européen, mais ça va avoir du mal à se réaliser, ce sera impossible. Parce qu'aujourd'hui, on ne croit plus à l'Occident. Combien de guerres ont été menées avec des mensonges? Combien de peuples, combien de millions de peuples de personnes ont été tuées dans le monde à cause des mensonges, à cause des intérêts économiques égoïstes, n'est-ce pas, des Occidentaux, à cause des intérêts de leurs multinationales. Vous voyez, donc après tout ce temps, il faut se dire qu'il y a une facture qui va être déposée devant vous et vous devez payer cette facture-là. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. La facture est en train de déposer, n'est-ce pas, aux Européens qui seront obligés, n'est-ce pas, de faire volte-face par rapport à leur système économique, par rapport à leur manière de gérer le monde, hein, et par rapport à leur manière d'agresser le monde sur le plan militaire partout dans le monde. C'est incroyable. On ne peut pas vivre comme ça dans ce monde-là. Ce sera la guerre permanente et puis on ne pourra pas, n'est-ce pas, suffire sur cette planète. Voilà, donc je crois que c'est un petit peu la raison qui est demandée ici aux Européens de revenir en arrière sur ces sanctions parce qu'il n'y a que ça qui va pouvoir amoindrir le mal qui va être très, très féroce dans les jours à venir. Alors, Vladimir Poutine l'avait souvent dit, la solution miracle peut-être, enfin, est, selon Vladimir Poutine, une Europe forte avec la Russie, c'est-à-dire une Europe qui sort de l'influence américaine pour construire un bloc continental fort avec la Russie. Poutine même n'avait pas exclu que la Russie même se retrouve dans l'Union européenne. Mais pourquoi est-ce que les Européens tardent? Pourquoi est-ce que cela n'est pas envisageable quand on écoute les discours aujourd'hui? Alors que les Européens sont conscients qu'avec la Russie, dans un bloc solide avec la Russie, cela donnerait à l'Europe cette puissance-là dont elle a besoin aujourd'hui pour s'imposer dans le monde. Oui, mais parce qu'il y a des divisions. Il y a l'Amérique, la superpuissance américaine qui est au-dessus, qui couvre l'Europe, c'est elle qui protège. C'est les États-Unis, ce sont mes impôts américains que je paye qui protègent les Européens. Vous comprenez? Donc, celui qui vous protège dicte, n'est-ce pas, les décisions que vous devez prendre. On a vu sur plusieurs situations, on a vu les Français qui ont voulu vendre, je crois que c'était un navire à la Russie. Les Américains ont refusé. Hein? Les Français également ont voulu vendre leur sous-marin nucléaire, enfin c'était pas un sous-marin nucléaire, le sous-marin à l'Australie, je crois que c'était l'Australie. Les Américains ont refusé, ils ont vendu plutôt les leurs. Vous voyez? Alors, ils essaient de contenir l'Europe, de s'assurer évidemment que l'Europe ne se détache pas complètement d'eux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont lutté farouchement pour empêcher, n'est-ce pas, cette nouvelle ligne de gaz, n'est-ce pas, ce nouveau, comment dire ça? Le nouveau pipeline, oui, Nord Stream 2. Voilà. Oui. Le pipeline Nord Stream 2, voilà. Ils ont lutté farouchement. Madame Merkel avait refusé en son temps, mais le nouveau chancelier, il a cédé.
Vous voyez, il a cédé. Donc, alors, la pression américaine est permanente, elle est effective sur l'Europe. L'Europe n'a pas d'armée. La seule armée en Europe qui a le seul pays en Europe qui a un semblant d'armée, c'est la France. La France qui a 10 jours de munitions, je crois. Hein, ce qu'on dit, 10 jours de munitions, ça peut rien faire, ça. Ça peut rien faire. L'Allemagne n'a pas d'armée, tous les autres pays n'ont pas d'armée. C'est l'Amérique qui protège l'Europe. Et donc, son influence est immense. L'immense, c'est-à-dire l'influence américaine est immense sur l'Europe, ce qui fait que quand les Européens ont des velléités d'affranchissement, eh bien, l'Amérique continue à les presser. Non, écoutez, n'allez pas vers la Russie. La Russie, c'est notre ennemi géostratégique. Vous ne pouvez pas avoir des relations sérieuses avec la Russie. Déjà que sur le plan pratique, le gaz russe, n'est-ce pas, que vous utilisez, nous préférions que vous utilisiez le gaz américain, le gaz de schiste américain. Voilà. Et mettre des pressions, etc., pour que, justement, n'est-ce pas, tous ces pipelines-là soient arrêtés. Donc, les Européens n'arrivent pas n'est-ce pas, à se déterminer par rapport à cette position. Ils veulent être sous la couverture américaine et ne rien payer, n'est-ce pas, par rapport à cette couverture américaine, mais ils veulent profiter également des avantages liés à l'indépendance, ce qui ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Donc, il va falloir prendre une décision et puis savoir comment gérer cette situation. Merci. Merci à vous. Direction Paris maintenant. Je vous retrouve Gamal Abina. Alors, on avait suivi Vladimir Poutine une fois, faire une blague au président français Emmanuel Macron en lui disant « Si c'est un problème de sécurité, la Russie peut faire la sécurité ». Alors, est-ce que finalement, ce n'est pas un cache-sexe pour l'Europe de penser aujourd'hui, qu'elle est en danger au plan sécuritaire, qu'elle est en danger par rapport à la Russie, alors qu'elle pourrait devenir partenaire de la Russie et éliminer cette menace-là qui aujourd'hui fait perdurer l'OTAN et également cette influence américaine sur l'Europe. Alors, est-ce que ce n'est pas finalement beaucoup plus facile qu'on ne le croirait, c'est-à-dire laisser la Russie faire la sécurité, tourner le dos à l'Amérique, et l'OTAN même n'aura plus existé, puisque la Russie et l'Europe, la Russie ne serait plus une menace en Europe. Déjà, la Russie n'est plus une menace en Europe depuis 91. 91-92 avec la chute du pacte de Varsovie. Donc ça commence par une immense fumisterie, un enfumage. Quand le pacte de Varsovie, donc c'est un pacte d'alliance militaire des pays de l'Est, s'est fondé après la création de l'OTAN, l'OTAN a perduré au-delà de ce qui était sa principale visée, à savoir protéger les pays d'Europe de l'Ouest face à ce fameux pacte de Varsovie, face à ce fameux rideau de fer qu'avait décrit en son temps Churchill, qui s'était abattu sur l'Europe centrale. Et donc, lorsqu'il disait cela à l'époque, effectivement, il y avait un véritable risque idéologique entre deux options, à savoir l'une qui était bolchevique communiste et l'autre qui était capitaliste ou ultra-capitaliste. Les États-Unis étant la partie la plus extrême de l'Occident, leur visée est ultra-capitaliste et financiarisée. L'Europe est un mix entre les deux, du capitalisme à la fois, un capitalisme de travail et industriel, et puis évidemment les pays de l'Est. Donc ça, c'est l'histoire. Pour revenir à la chute de l'Union soviétique, donc en 92, il n'y a plus aucune motivation, aucune raison sérieuse de croire que l'Union soviétique soit en danger, à telle enseigne d'ailleurs, à l'époque d'Helsinki, qu'on faisait la fête parce que la Russie s'avilissait. Et à l'arrivée de Poutine en 99, on pouvait penser qu'il y aurait un resserrement, une sorte de tension, et pas du tout. Poutine, jusqu'en 2004, 2005 et 2007 même, il considère encore qu'il peut être membre de l'Union européenne. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup intégré l'économie russe, ça a été stratégiquement intelligent de sa part, et en même temps qu'il pouvait être, effectivement, pourquoi pas, membre de l'OTAN. Il voulait tellement montrer qu'il n'était plus l'ennemi de l'Occident, puisqu'il était sur un autre curseur, qu'il proposait cela. Et puis en 2007, tout bascule. Les Américains refont le coup des missiles Pershing dans les années 80, ils veulent installer des missiles aux portes de l'Union soviétique, enfin de l'ex-Union soviétique, donc de la Russie, au motif que, soi-disant, ils se protégeraient de l'Iran. C'est quand même assez extraordinaire comme mensonge. C'est tellement ridicule. Donc les Russes, évidemment, ne s'y sont pas laissés prendre, parce que entre les vagues d'extension à l'est de plus en plus importantes de membres qui arrivent à joindre l'OTAN, donc c'était la Pologne, c'était la Hongrie, Bulgarie, enfin on commence à avoir toute l'Europe centrale qui était devenue membre de l'OTAN, et ils voulaient pousser évidemment jusqu'à l'Ukraine. Les Russes ont compris qu'effectivement ils étaient non seulement pas les agresseurs, mais qu'ils se sentaient agressés, à juste titre. Et donc à partir de là, les Russes ont commencé à réagir, et ils ont proposé une alliance avec l'Europe. Ils ont proposé de rentrer dans l'OTAN, ils ont proposé de rentrer dans l'Union européenne, ils ont proposé de réduire leur production d'armes offensives. Il faut savoir que la plus grande puissance militaire européenne, quoi qu'il arrive en conventionnel, ça reste la Russie. Mais de l'autre côté, les Américains jouent leur va-tout habituel,
poussé à la guerre, ont attaqué la Yougoslavie, il faut s'en souvenir tout de même, sans mandat de l'ONU comme toujours, mais surtout les États-Unis ont fait comprendre aux Européens que finalement il fallait qu'il y ait un ennemi. Alors pendant à peu près 20 ans, cet ennemi était caractérisé par une hydre islamiste ou musulmane, ou le péril vert, on l'appellera comme on voudra, qui devait caractériser l'idée qu'il fallait en finir avec les arabo-musulmans. Mais avec la chute de l'Irak, rapide malheureusement, la chute de la Libye, tous les pays qu'il voulait éliminer, la Syrie, donc c'était les 3 axes qu'il voulait éliminer en priorité, avec une Iran qui est intouchable aujourd'hui, et tant mieux, eh bien les Américains se sont dit, bon, ces pays sont tombés un peu trop facilement, on n'a pas d'ennemi sérieux en face de nous, il nous faut un nouvel ennemi, à nouveau on revient sur les Russes. Donc ils ont radicalisé les positions russes, et effectivement, vous posiez la question de façon très claire pour répondre à votre question, est-ce qu'il eût été meilleur que l'Europe finalement en finisse avec l'OTAN, fasse une sorte d'alliance interarmée avec les Russes pour ne plus les considérer comme des ennemis mais comme des amis, on ne se bat pas contre son ami, et surtout, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple finalement que l'OTAN, en ayant fini sa mission puisqu'elle avait gagné la guerre froide, rentre chez elle, donc les États-Unis, et que les Européens se débarrassent des forces d'occupation américaines qui occupent toujours, je vous le rappelle, la Pologne, l'Allemagne depuis 77 ans. Les Allemands sont toujours occupés par les Américains. Les Japonais sont toujours occupés par les Américains. Les Américains ne partent que par la force, malheureusement, de où ils sont. Il ne serait pas préférable pour l'Europe de faire ça? Ben si, c'était préférable. Malheureusement, les gens qui dirigent en Europe, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des néoconservateurs, ou simplement, plus prosaïquement, de ce qu'on appelle les atlantistes. Donc, les gens qui sont payés par l'Amérique pour faire un lobbying en faveur des États-Unis. Et ces gens-là, on l'a vu avec Sarkozy, on le voit bien avec moins Merkel, mais la nouvelle mandature qui vient d'arriver, ces gens-là n'ont pas d'intérêt à se couper des États-Unis, puisqu'ils sont à la fois dirigés et payés par eux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Si l'Europe veut sortir de l'ornière, si elle veut sortir de cette tension et de cette crise qui a été conduite d'ailleurs par l'OTAN, il faudrait effectivement qu'elle envisage d'abord de faire une force interarmée européenne à l'exclusion des États-Unis. Ça permettrait d'avoir un petit peu de calme et surtout de considérer son partenaire russe comme étant ami, non pas ennemi. Parce que les Russes, pendant 20 ans, ont démontré qu'ils n'étaient pas des ennemis. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des enjeux militaires et surtout des enjeux économiques considérables pour les États-Unis. Le problème, c'est que l'Allemagne, qui a voulu s'émanciper de cette espèce de tutelle américaine, achète des armes aux États-Unis. Et le problème, c'est que les enjeux économiques et militaires pour les États-Unis sont considérables. Il y a une surproduction d'armement là-bas, il faut les écouler. Donc tout cela amène à penser que effectivement les Russes qui ont tout fait pour montrer patte blanche ont été littéralement moqués et insultés, et surtout amène à penser que les enjeux géopolitiques passent derrière les enjeux géoéconomiques et que les États-Unis veulent continuer à dominer pour pouvoir vendre le plus d'armes possible. Il faut, pour se rendre compte de cela, voir qu'au Moyen-Orient, les guerres sont entretenues artificiellement pour garantir un approvisionnement de marchés d'armes considérable. Je prends avec l'Égypte qui est arrosée de 3 milliards de dollars par an. Je prends l'Arabie, 600 milliards de signés, quand même, c'est pas rien. Je prends Israël qui tourne autour de 20 à 30 milliards, c'est très variable. Il y a des dons et des ventes. Et surtout, je prends tous les pays pseudo-alliés des États-Unis qui achètent à tour de bras des armes considérables. Donc l'Europe est un enjeu aussi économique. L'Europe ce n'est pas l'allié des États-Unis. C'est un allié de circonstance, un allié qui est quasiment l'obligé des États-Unis depuis qu'ils ont gagné la guerre. Et les Européens se rendent bien compte qu'ils sont pris au piège. Mais effectivement, la solution qui aurait été la plus appréciable, c'est que l'Europe s'associe simplement avec les Russes, comme le voulait De Gaulle, par exemple. On n'est pas forcément fan du personnage, mais tout de même là-dessus, il avait raison, de l'Atlantique à l'Oural pour en finir avec la présence américaine. Ceux qui font la guerre depuis 200 ans, ce sont les États-Unis. Et tant qu'on n'aura pas fini avec cette espèce d'hégémonisme militaire américain, on ne s'en sortira jamais. Donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment faire pour que l'OTAN disparaisse de l'Europe. Merci. Linda Labaoui, je vous retrouve très rapidement. Alors aujourd'hui, on sait comment faire facile. On sait qu'on peut mettre au fond à tout cela par un rapprochement entre l'Europe et la Russie. C'est pas possible, c'est trop tard. Vous savez, le pacte de Varsovie, quand il a été créé en réponse à l'OTAN. À chaque fois, c'était la Russie qui était agressée, que ce soit la Russie impériale ou l'Union soviétique, la Russie fédérale. C'est toujours la Russie qui a subi. Depuis 2014, Poutine a commencé à chuter dans les sondages. Et il a attendu. Et le peuple russe râlait. Tout ce qui était fédération de Russie, toutes les républiques qui sont là avec la Russie aujourd'hui. Et un jour, il a frappé, il a fait très très mal et il a récupéré la place de la Russie dans le monde. Poutine, le plus important
Donc quoi il a réussi Poutine? C'est qu'il est passé de l'idéologie communiste, il est passé au nationalisme russe. Et on voit qu'il a grimpé depuis quand le peuple russe sortait pour manifester, dire il y a des Russes qui sont en train de mourir de l'autre côté. Donc il fallait faire quelque chose. Poutine, en réalité, que ce soit Poutine ou je dirais l'État russe, était là pour observer. Est-ce que le peuple était prêt à cette guerre-là ou pas? Et à un moment, il a senti que c'est... Mais il ne faut pas oublier que c'est un homme des services secrets. Il a des renseignements. Donc au moment où il a senti que la nation russe est là, et c'est terminé avec l'idéologie communiste, il a compris qu'il fallait qu'il fasse quelque chose et il l'a fait. Et il a trouvé le soutien de son pays. Les Occidentaux ont été très loin dans la haine du russe et dans la haine aussi de l'orthodoxie. Reprenez, à chaque fois il faut reprendre les officiels russes quand ils parlent, ils disent pas n'importe quoi. Monsieur Lavrov l'a rappelé plusieurs fois en disant que la guerre contre l'orthodoxie, et elle date depuis quelques siècles. Monsieur Poutine a parlé de la haine de l'occidental envers le russe. Donc c'est des paroles très très fortes. Et le mal est déjà fait. Aujourd'hui, la Russie ne reculera pas. C'est la Russie qui dominera sur l'Occident. On parle déjà, le trio qui a eu Iran, Syrie, Russie, Russie, il parle déjà de dégager. Le mot qui a été employé, dégager les Américains de la Syrie. Et il parle aussi de dégager les Américains de quelques pays. Ils n'ont pas cité tous les noms des pays, mais ils ne veulent plus des Américains là où ils ont, eux, leurs intérêts. Il y a aussi un autre sujet qui a été abordé depuis hier, par rapport aux armes nucléaires, les missiles nucléaires que les États-Unis essayent de mettre un peu partout. Il y a des armes qui datent des années 80. Ils n'ont pas les moyens ni la technologie pour les désamorcer. Donc, ils commencent déjà à essayer de les mettre ailleurs pour se protéger, eux. Les Américains n'ont jamais été quelque part pour défendre les gens. Ils ont toujours été là pour leurs intérêts. Ils ont embarqué l'Europe en Afghanistan, en Irak, partout ils ont embarqué l'Europe. Quand il s'agissait après de récupérer des marchés, eux, ils restent et ils dégagent les autres. C'est ça, les Américains. Et l'argent de l'Américain, quand un Américain paye ses impôts ne servent pas à venir protéger l'Européen. C'est faux, tout ça. Il y a eu le plan Marshall, il y a eu Bretton Woods, il y a eu toutes ces guerres. Il ne faut pas oublier ce que c'est que l'Américain. C'est un blanc voyou qui est parti dans un autre continent, exterminer 125 millions d'Amérindiens pour se faire une hégémonie, une richesse, et il est revenu sur son continent pour continuer à piller. Et ils viennent nous piller, nous, en Afrique. C'est ça l'Américain blanc. Parce que le véritable Américain, c'est l'Amérindien. On a tendance à oublier tout ça. Il faut rappeler l'histoire des choses. C'est comme, pareil, le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie s'est créé après l'OTAN. Donc les États-Unis ont toujours été l'agresseur. C'est les États-Unis qui ont financé Hitler. Et ça, il y a assez de documents maintenant sur Internet, tout le monde a accès. Donc il ne faut pas l'oublier que c'est... Et moi, je l'ai dit même pendant le corona, attention, l'Europe va être sacrifiée par les Américains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont toujours empêché les Européens de se rapprocher des Russes. Et ça restera comme ça. Et maintenant, les Russes ne veulent plus des Européens. Le Russe se retourne vers l'Afrique et vers l'Asie. Merci à vous. Voilà, merci à vous Linda Labaoui. On va rapidement aller au standard de la télévision panafricaine, donner la parole aux intervenants. Alors que vous inspire voilà aujourd'hui l'effondrement, la chute pratiquement de l'économie européenne face aux sanctions que l'Union européenne avait prises elle-même contre la Russie. Nous vous écoutons sur cette question. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir.
Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir Delphin et bienvenue. Bonsoir. Oui, bonsoir. Est-ce que vous me recevez? Et rappelez que quand nous reviendrons tout à l'heure avec nos invités, nous allons tenter de comprendre cette fois-là les conséquences de ces sanctions européennes-là sur l'Afrique. Rappelez que l'euro, par rapport à une région comme l'Afrique centrale, et comme les zones CFA d'Afrique, voilà, les sanctions, la chute de l'euro entraîne également une perte de pouvoir d'achat pour les Africains. Nous allons en parler juste derrière cet appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Leurs interventions, ils ont dit vraiment l'essentiel. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est du point de vue des peuples, en fait. Le peuple européen, en général, et en particulier le peuple français, doit se rendre compte qu'ils sont dirigés par des menteurs. Monsieur Gamal Abina parlait de dirigeants européens conservateurs. Ce n'est pas faux du tout. Des gens comme Sarkozy, des gens comme Hollande. À l'époque, Monsieur de Gaulle parlait du parti américain en désignant ses opposants qui voulaient déjà collaborer avec les États-Unis, notamment l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing. Maintenant, moi, de mon point de vue, les enjeux vont se jouer au niveau des peuples. Parce que, comme on vient de l'expliquer, leurs dirigeants sont des conservateurs, pour ne pas dire des moutons, derrière le berger soi-disant démocratique qui se trouve dans le bureau ovale. On leur dit depuis des décennies qu'ils n'ont plus de souveraineté. Mais ils préfèrent croire tout ce qui vient des États-Unis, de Netflix, et autres marques de la culture états-unienne. C'est triste à dire, mais maintenant qu'ils sont face au risque de ne plus être chauffés pendant l'hiver approchant, eh bien, ils n'auront d'autre choix que d'ouvrir les yeux. Ce sera leur responsabilité de redevenir plus responsables au niveau des politiques qui sont menées sur leur continent et en leur nom pour nommer des dirigeants européens beaucoup plus érudits, beaucoup plus responsables. Je crois que c'est Gamal Abina et ma sœur Linda qui en parlaient. À court terme, former une armée européenne ne me semble pas possible parce que le poids de l'OTAN est beaucoup trop important. Il faudrait pour cela que les Allemands se mettent à agir comme les Maliens. Quand les Maliens veulent chasser la MINUSMA, il faudrait que les Allemands entrent dans leur tête le logiciel de faire partir les bases américaines, otaniennes. Ce n'est pas demain la veille que cela se fera, mais à la faveur de la crise socio-économique qui s'annonce d'ici un mois, 2 semaines, au nord de la mer Méditerranée, peut-être que la chose sera amorcée. Parce que collaborer avec la Russie dans ce cas-là serait même avantageux, puisque nous venons de le voir non seulement en Ukraine, mais avant en Syrie, entre les deux en Afghanistan. Aucune armée européenne, du moins aucun résidu des armées européennes, à savoir la France et la Grande-Bretagne, n'ose affronter la Russie ouvertement. Donc ce sera à la Russie d'aider, d'accompagner la prise de conscience progressive des peuples soi-disant démocrates par rapport à la nuisance de l'OTAN. Mais en ce qui me concerne, je suis même satisfait des dangers qui guettent aujourd'hui l'Europe, parce que au moins ça va la réveiller. Et je sortirai en disant que oui, France 24 et France Info ont confirmé le redémarrage du pipeline Nord Stream 1. Reste à savoir ce qui attend le pipeline Nord Stream 2, qui aussi, à mon avis, ne va pas tarder à être mis en route. Parce que ces gens démocrates sont forts pour bavarder, mais dès qu'il s'agit de leurs intérêts, ils savent changer tout de suite d'avis pour ne pas devenir hypocrites. Donc je m'arrête ici et laisse la parole à d'autres. Afrique Média, une fois de plus, le monde c'est nous.
Merci à vous, Delphin. On va poursuivre avec un autre intervenant avant de retrouver nos invités avec cette question cruciale également. Rappelez qu'il y a une perte de pouvoir d'achat en Afrique du fait de ces sanctions européennes, la chute de l'euro qui entraîne également une perte de pouvoir d'achat dans les zones CFA qui sont directement cotées par rapport à l'euro. Bonsoir et bienvenue. Bonjour, monsieur Dupont. J'espère qu'on m'entend. Je salue tous vos invités sur le Skype, Madame Linda et tous les autres que vous avez fait intervenir, y compris celui qui est aux États-Unis. Je vais donner mon petit point de vue sur les thématiques de ce soir, parce que quand on regarde le comportement des Européens, on se demande bien si ce sont ceux-là qui ont colonisé l'Afrique, parce que je pense que nous sommes beaucoup plus intelligents qu'eux. Il faut vraiment être idiote pour accepter ce que les États-Unis ont imposé, qui est en train de causer une récession économique et une inflation, je peux dire, galopante pour leur économie. Au point que, dans les prochains mois, parce que ce n'est pas trop longtemps, l'Europe va se retrouver totalement à genoux. Et peut-être, même s'ils frappent le planche à billets, ils vont pouvoir devoir chercher des débouchés ou faire utiliser cet argent, sinon ça va faire encore une grosse inflation. La preuve, M. Macron a annoncé en Europe des grands travaux un peu gigantesques pour faire écouler cet argent qu'ils ont reçu de la BCE. Et aussi que l'Allemagne a pris un programme de développement qu'ils ont annoncé au niveau de l'industrie lourde. Donc voilà un peu ce qui est en train de se passer. Et quand on regarde la géopolitique, on constate que les États-Unis ont bâti leur fortune que sur la guerre. À l'époque, c'était la Grande-Bretagne, l'Empire britannique, qui était un peu commandant du monde. Et il a fallu cette First War pour que les États-Unis fassent tourner leur industrie, et ils ont compris que c'était un gros business. C'est pourquoi ils ont créé le Deep State. Et le Deep State, c'est une forme d'institution dans une institution qui garantit les intérêts des États-Unis, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, peu importe si ça doit faire mort d'homme. L'essentiel, c'est que l'économie, l'industrie, comment on dit ça encore, les trusts américains puissent fonctionner correctement. Et voilà ce qui est en train de se passer, puisque c'est pour ça qu'ils ont placé Joe Biden, pour implémenter le projet de gaz de schiste. Alors, il fallait créer la peur. Et ils ont sémé la peur dans les Européens. Voilà pourquoi, dans mon introduction, j'ai dit que je suis très surpris que ce soit ceux-là qui ont colonisé l'Afrique, que ce soit les Britanniques, le Français, l'Espagnol, l'Italien, ou Portugais, peu importe. Mais ils nous ont démontré qu'ils sont très inintelligents. Donc, aujourd'hui, le monde est séparé en deux. Et pour répondre également à ce que j'ai entendu de votre invité, il est quasi impossible que la Russie se réconcilie avec l'Europe à partir du moment où elle a fait beaucoup de concessions. Elle a tendu la main qui a été rejetée par les Américains qui ont dicté, bien entendu, l'Union européenne. Et elle a démontré et montré au monde entier qu'elle a de nouveaux alliés. Et le BRIC va bientôt s'élargir et devenir une puissance financière face au dollar américain qui, lui, va connaître une grosse chute. On risquerait de rentrer dans une guerre parce que les États-Unis ne vont jamais accepter que le dollar ne soit plus la monnaie internationale. Et voilà, en fait, ce à quoi nous allons nous attendre bientôt. Mais moi, mon avis personnel, je ne crois pas qu'il puisse y avoir une troisième guerre mondiale. Ce serait trop meurtrier. Il y aura peut-être une guerre d'intelligence. Et je crois que l'intelligence est trop du côté de Moscou. Je m'arrête ici. Merci beaucoup, Afrique Média. Bye. Dernier tour de table avec une question pourtant hautement cruciale. Et je commence par vous, Achille Eke, à Washington, depuis Washington DC. Alors, il y a également une perte de pouvoir d'achat qui est perçue aujourd'hui et qui fragilise aussi les économies, particulièrement utilisant le franc CFA en Afrique à cause de la parité avec l'euro qui chute donc et chute avec ces monnaies-là également. Alors, comment devraient réagir les Africains aujourd'hui, particulièrement ceux de la zone CFA, dans cette situation?
Mais on a toujours dit qu'il fallait trouver une solution à ce problème. C'est vieux comme, n'est-ce pas, comme l'humanité, cette affaire de franc CFA. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Nous avons des économistes comme Tuyen Jampoemi qui en ont parlé. Nous avons des économistes comme le docteur, j'oublie son nom là, de Côte d'Ivoire, qui était sur votre plateau pendant longtemps. Il y a eu une bonne campagne pendant plusieurs années qui a été faite sur Afrique Média et beaucoup de chaînes télévision africaines pour sensibiliser l'opinion, pour sensibiliser les leaders africains, les politiques, etc. Parce que nous sommes dans une mauvaise passe. On ne peut pas vivre, n'est-ce pas, en dépendance totale et complète comme ça par rapport à l'Europe. C'est impossible de se réaliser, c'est impossible de budgétiser quoi que ce soit, c'est impossible d'avoir une politique financière, une politique monétaire et de la réaliser, c'est impossible. Il y a des choses qui ne sont pas possibles, on ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, quand nous sommes tous, nous tous, nous voyons les conséquences, les ravages, n'est-ce pas, depuis les années 50, les années 60, n'est-ce pas, de ce franc CFA qui est arrimé aujourd'hui à l'euro qui s'effondre et qui va donc absolument appauvrir les populations africaines. On voit aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun, par exemple, avec la pénurie d'essence, à Yaoundé, etc., à Douala, partout. Et ça va continuer comme ça dans d'autres pays également. C'est des choses qu'il fallait anticiper. Il faut avoir du courage politique. C'est ce que nous admirons beaucoup par rapport au gouvernement de transition au Mali. Il y a ce courage politique que les Maliens ont pris et ont décidé de mourir pour leur peuple, pour leur pays. Il s'agit de prendre des décisions courageuses parce que rien ne se fera, n'est-ce pas, par agrément autour d'une table avec conversation, on se serre la main, on rigole et puis l'affaire est réglée. Non, il va falloir que les Africains se lèvent et se battent ardemment pour sortir de cette situation. C'est incroyable, c'est impossible de pouvoir nous développer avec, n'est-ce pas, ce franc CFA. Ce franc CFA qui est pour moi une monnaie binaire, n'est-ce pas, qui est liée à l'Europe, à l'euro, et donc qui permet aux Européens de pouvoir faire leurs transactions financières le plus simplement possible, n'est-ce pas, sans avoir à souffrir des taux d'échange. Ils transfèrent tous les fonds qu'ils génèrent en Afrique, n'est-ce pas, grâce à leurs activités, en Europe facilement. Et ils font ce qu'ils veulent comme ils veulent. Hein, leurs multinationales vont en Afrique se faire du beurre comme ils veulent et ils ne payent pratiquement aucune taxe. Voilà, donc ils ont créé ce franc CFA pour leur intérêt personnel. Alors donc, nous, on ne peut pas continuer à pleurer, à se plaindre de la situation de l'économie, savoir quelles sont les décisions qu'il faut prendre et refuser de prendre ces décisions et espérer que les choses vont changer d'un jour ou l'autre. Ce n'est pas possible. Donc, voilà pourquoi je soutiens énormément, n'est-ce pas, le président Assimi Goïta au Mali, toute la classe politique malienne aujourd'hui dans la transition qui prend des mesures courageuses. On sait que ce ne sera pas facile, il y a des tentatives de coup d'État à gauche, à droite, mais ils le savaient dès le départ, ils sont préparés. Et voilà, donc c'est mieux d'avoir toute une classe, tout un gouvernement, n'est-ce pas, qui est sur la même ligne que d'avoir certains individus, comme le président, comme l'a eu à l'époque de Sankara, qui était le seul qui était le leader, les autres ne le suivaient pas. Ici, c'est vraiment différent, en plus du fait qu'ils ont, n'est-ce pas, la protection, n'est-ce pas, de la Russie, qui est là pour dissuader toute personne, n'est-ce pas, toute offensive européenne ou américaine qui tenterait de pouvoir, n'est-ce pas, ébranler leur classe économique ou leur classe politique. Donc, voilà, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, messieurs, je crois qu'il va falloir que les Africains réfléchissent encore. Je crois que le problème, c'est le courage. Il va falloir prendre le courage à deux mains. Monsieur Macron va au Cameroun dans 4 jours, 5 jours. C'est au Cameroun, n'est-ce pas, qu'il va falloir décider, effectivement, écoutez, nous en avons ras-le-bol avec cette histoire de CFA. Nous voulons créer une monnaie panafricaine, une monnaie régionale, contrôlée par nous-mêmes. Ça a été fait en Afrique de l'Ouest par l'ECO. Malheureusement, les Français, avec Ouattara, ont mis les bâtons dans les roues de cet ECO. Mais l'Afrique centrale n'est pas à cette situation. Elle peut profiter de cette situation qui a été observée en Afrique de l'Ouest pour essayer de s'organiser et mieux faire et pouvoir sortir de cette situation le plus rapidement possible. Donc, merci.
Alors, les banques, enfin, 3 banques centrales du continent sur 5 aujourd'hui envisagent d'augmenter les taux directeurs dans le sens justement de lutter contre l'inflation actuelle. Alors, en augmentant ce taux directeur, il est clair que ça va réduire l'accès au crédit. Et l'accès au crédit qui normalement devait permettre aux ménages d'augmenter leur pouvoir d'achat. Pensez-vous que cette mesure qui est annoncée comme étant l'ultime mesure ici soit de nature à faire évoluer la situation positivement? Ben, la Banque centrale, la BEAC, ne contrôle rien par rapport au CFA. Elle n'imprime pas le CFA. Elle ne décide pas du taux n'est-ce pas, de CFA, elle ne décide de rien. Ce sont les administrateurs de la Banque de France, tout simplement. Ils ne prennent aucune décision sérieuse sans l'accord de la France. C'est ça la réalité. Alors, s'il y a une décision comme ça qui a été prise, c'est certainement avec l'agrément de la France, c'est parce que les Français, n'est-ce pas, comme d'habitude, vous savez, l'idée, c'est de garder les Africains dans une situation de paupérisation, mais pas d'être aussi pauvres et ne pas pouvoir acheter les produits européens. Il faut les garder dans une situation qui est en mi-chemin entre être pauvre et être dans une classe moyenne, avoir ici une classe moyenne. Donc, il faut que les gens ne soient pas riches et ne soient pas non plus trop pauvres. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, de temps en temps, ils jettent des petites mesurettes comme ça pour essayer de nous voiler les yeux. Mais tout ça ne marche pas, évidemment. Tout ça ne marche pas. Tous ces économies africaines sont en état de délabrement avancé. Donc, voilà, je crois que monter le taux directeur pour lutter contre l'inflation, cette inflation est liée à l'inflation européenne qui vient de l'euro. Voilà, donc, alors nous, on hérite de tout cela de façon dramatique, sans avoir aucune mesure que nous pouvons prendre qui puisse alléger notre situation. Parce qu'on dépend, nous sommes absolument liés. Comme je disais tout à l'heure, le CFA, c'est pas une monnaie binaire, une monnaie binaire de l'euro. Elle est complètement liée, n'est-ce pas, à l'euro, et les Européens font ce qu'ils veulent, n'est-ce pas, de ce franc CFA. Donc, vraiment, je pense qu'il n'y a pas à espérer quoi que ce soit par rapport à ces taux directeurs qui vont changer. Ça, c'est absolument de la poudre aux yeux. Et voilà, donc, ce sont des mesurettes. Merci. Je profite rapidement pour remercier d'avoir participé à cette émission. Achille Eke, nous quittons Washington DC en vous remerciant. Je vous en prie. Gamal Abina, je vous retrouve en 2 minutes, si vous pouvez, vraiment, si vous pouvez. Voilà, dites-nous. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui réduire les conséquences de cette chute du pouvoir d'achat dans la zone euro qui se répercute également dans la zone CFA? Comment est-ce qu'on peut réduire de votre point de vue? Moi, j'ai simplement dit, je le répète régulièrement, que si on veut réduire la perte de pouvoir d'achat, c'est pas en augmentant les prix, ou les salaires plutôt. Ça, c'est une vue de l'esprit, ça n'a aucun sens. C'est en réduisant et en contrôlant les prix. C'est-à-dire que De Gaulle l'a fait à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Il a installé un homme de droite le contrôle des prix. Il faut réduire le coût de location des logements. Vous libérez d'autant plus de pouvoir d'achat. Ce n'est pas en augmentant de façon marginale de 2% le salaire que vous rattrapez l'inflation à 8%. Donc ça, c'est une perte de pouvoir d'achat sèche. Si on veut augmenter le pouvoir d'achat, il faut à tout prix réduire le coût de la vie. Et réduire le coût de la vie, c'est faire en sorte que ceux qui s'en mettent plein les poches, les capitalistes industriels, ceux qui aiment les bénéfices quand il y a une crise, soient moins bénéficiaires. On l'a vu avec la crise du Covid, les plus grands milliardaires de France se sont enrichis alors que tout le monde s'appauvrissait. Il faut stopper cela. Les crises profitent toujours aux plus riches. Donc là, si les hommes politiques ont un courage politique et disent une bonne fois pour tous, on arrête ça, on va commencer à contrôler les prix, on va commencer à réduire le coût des logements, le coût des transports, le coût de n'importe quel type de déplacement, par exemple, ça commencera à libérer du pouvoir d'achat. La course à l'inflation des prix et ensuite la course à l'inflation des salaires n'entraîne que la paupérisation de la population. Sachant que les salaires sont toujours moins forts que l'inflation des prix, il faut réduire les prix tout simplement. Si on est capable d'en finir avec l'inflation, car les courbes inflationnistes sont le problème en Occident, c'est ce qui crée la pauvreté. Si on réduit l'inflation, on s'en sortira. Après, on a parlé tout à l'heure de taux directeur. Simplement, les taux directeurs, c'est ce qui donne le coût du crédit au niveau des banques. Mais avec des taux directeurs haut ou bas, ça ne fait pas de différence. Les banques ne financent plus maintenant parce qu'elles ont peur. Donc, comme les banques sont apeurées, elles ne financent pas l'investissement, elles ne financent pas les entreprises, elles ne financent pas le particulier. Ça va être un cercle vicieux qui ne va plus s'arrêter. Donc, le seul moyen pour en sortir, c'est que les États prennent leur courage à deux mains et prennent des mesures drastiques pour sortir de cette logique ultralibérale qui consiste à dire que le marché s'autorégule. Ça, c'est une vue de l'esprit et ça ne profite pas aux plus pauvres. Merci à vous, Gamal, et nous vous souhaitons une excellente soirée. Mais, Linda, je vous retrouve. Voilà, Linda, là-bas, oui, je vous retrouve.
avec le mot de fin bien sûr, c'est comment est-ce qu'on réduit aujourd'hui effectivement les conséquences de cette chute de l'euro sur les CFA d'Afrique, voilà, disons-le comme ça. Il faut d'abord comprendre pourquoi l'euro est en train de chuter. C'est une question que personne n'a abordée. En réalité, c'est les capitaux américains et autres qui sont en train de se barrer aux États-Unis. C'est ça qui a fait que l'euro est en train de chuter et puis le dollar est stable. Pour régler ça en Afrique, c'est la sortie du franc CFA. La France, le plus important que la France a apporté à l'Union européenne, justement, c'est l'économie de ces 14 pays et la monnaie de ces 14 pays qui soutiennent en vérité l'euro et l'Union européenne. Donc, c'est la sortie de cette monnaie de singe. Vous prenez la Tunisie qui est dans un état économique catastrophique, le dinar est stable. La Libye, leur monnaie est stable. L'Algérie, leur monnaie est stable. Pourquoi? Parce que c'est des monnaies indépendantes. Le franc CFA est lié à l'euro et l'euro est en train de se faire piller par les Américains. Et ça, c'était prévu. Et merci beaucoup. Merci à vous Linda. Voilà, nous vous souhaitons une excellente soirée. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Nous sommes arrivés au terme de cette autre édition. Ne bougez surtout pas. Le journal de l'Afrique, le journal africain autant pour moi, présenté par Christelle Wanji, est à suivre dans 10 minutes très exactement. Je vous souhaite une excellente soirée. Afrique Média. Le monde, c'est nous. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur, je suis monsieur Keka. Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne